C'est pas dans les 7 minutes, mais je voudrais quand même remercier, une fois n'est pas coutume, oui, j'en prendrai pas 15, sinon il faudra m'arrêter. Jean-François qui organise cette manifestation. Il faut savoir que nous, les Toubib, Monsieur Elias, Monsieur Bergman qui parle après moi, on n'est pas forcément très à l'aise dans ce monde de la culture, de l'artiste, des artistes que vous êtes tous, la presse qui vient pour ça. Mais je pense que l'initiative mérite vraiment d'être soulignée parce qu'elle est très originale. Et je crois que ce qui a été dit en premier, c'est-à-dire qu'on vit dans des univers qui sont un peu froids, un peu difficiles, avec quelques images qui sont toujours les mêmes, quelques photos de reproduction de Matisse et pas beaucoup d'art nouveau. Bon, moi, j'ai découvert l'art de rue grâce à mon fils qui est venu aujourd'hui et qui s'intéresse beaucoup à ça, et ses amis, parce qu'au début, quand on voit ça et qu'on est du monde, je dirais, plus adulte, on est un peu perdu, on ne connaît pas ces graphismes, on apprend à les connaître, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de richesse que ce qu'on pouvait imaginer au départ derrière tous ces tableaux qui sont très colorés. Voilà. On va parler sur comment rassurer un patient, lui enlever ses a priori, le rendre confiant, lucide et positif. Que dire pour convaincre un patient qu'il est dans son intérêt d'accepter d'entrer dans un essai thérapeutique, clinique, et ne commande pas surpromettre. Alors encore une fois, c'est assez formidable un après-midi de venir, vous qui n'êtes pas du tout dans ce monde-là, entendre parler de maladie, entendre parler de cancer, entendre parler de souffrance. Moi je dis chapeau, mais il faut savoir que on sait que ça peut nous guetter un jour, on sait que ça peut guetter un proche, on sait que ça peut nous arriver. Je l'ai vécu aussi de l'intérieur, mais finalement ça fait partie de la vie et il ne faut pas repousser ça en disant c'est pour les autres, moi j'ai pas l'âge, je fume pas, ça ne m'arrivera pas. Bon, on souhaite à personne, mais quand ça arrive à un de vos proches, il y a plein de choses à faire et je pense que comme le souligne très bien l'orateur précédent, le moral peut jouer un rôle considérable. Alors sur les cellules immunitaires, on ne sait pas, mais en tout cas dans l'acceptation des traitements, dans la manière dont on les supporte et dans toutes les richesses qu'on met à l'intérieur de soi-même pour combattre une maladie, vous allez voir, on trouve des forces assez extraordinaires. La suivante. Alors, c'est un truisme. Un cancer, une maladie grave ou un accident de voiture, c'est pas forcément toujours une maladie comme ça, bouleverse la vie de celui qui en est atteint. Mais, on est un petit peu plus vieux que certains qui sont dans cette salle, le mot cancer n'est plus tout à fait tabou. Il y a l'amélioration des connaissances médicales, on classe beaucoup mieux les cancers, il n'y a pas un seul cancer, il y en a plein différents. Il y a une grande diffusion médiatique, on parle du cancer plus franchement, qui n'a pas entendu parler récemment de Steve Jobs ou des députés, etc., avec un certain nombre de choses fausses. Tout le monde croit que Steve Jobs est mort d'un cancer du pancréas, c'était pas tout à fait ça. Mais peu importe, on en a parlé, ça a intéressé beaucoup les gens, ils veulent savoir pourquoi, et puis la personne médiatique parle de sa maladie, la dédramatise, la démystifie, et c'est important. Et puis, le sida a remplacé le cancer. À titre personnel, pour avoir traversé cette expérience, la première chose qu'a dite ma fille quand elle a su ça, elle a dit à sa mère, mais c'est pas grave, c'est pas le sida. Et je pense que le sida, pour les plus jeunes, dans les années 90, a bouleversé la hiérarchie, c'est-à-dire que c'est devenu la maladie phare. Et comme on parlait plus du cancer en disant cette maladie grave, cette maladie qu'on ne nomme pas, maintenant on dit cancer. Et puis il y a eu l'Institut du cancer, il faut rendre hommage à les gouvernants, qu'on vote pour eux ou pas, peu importe, qui ont mis en place cette institution qui est très importante, qui s'appelle l'Institut national du cancer, dans lequel la plupart des éminents spécialistes que vous avez autour de vous là parlent et discutent de façon à rendre cohérente la prise en charge du cancer, parce qu'il y a des grandes disparités entre des coins perdus de la campagne et puis des gens qui habitent en face de l'Institut Gustave Roussy peut-être, et les gens n'ont pas tous accès aux mêmes soins et on doit s'astreindre et obliger la plupart des acteurs de santé à accepter tout le monde. Et encore en France, on est très bien lotis par rapport à l'Angleterre, où probablement l'espérance de vie d'un cancer du côlon, d'un patient qui a un cancer du côlon est plus élevée en France parce qu'on a plus vite accès aux soins avec des bons traitements. La suivante. Alors, il n'y a pas le cancer, il y a les cancers. Il a le cancer. Ça veut strictement rien dire. C'est comme si on disait, il a le tableau qui est là. Je veux dire, il y a tellement de formes différentes de maladies et tellement de personnes différentes qu'il y a vraiment une individualisation de la maladie. Alors, il y a des groupes, il y a des cancers plus ou moins graves. On sait quel type de cancer est plus grave que tel autre, mais un cancer réputé grave, débutant, peut être moins grave qu'un cancer réputé facilement soignable à un stade avancé. Vous voyez qu'il faut éviter, quand quelqu'un vous dit il a le cancer, de prendre ça pour argent comptant, il y a des cancers. Et puis de même, il y a des traitements. Il a la chimiothérapie, ça ne veut plus rien dire. Il y a autant de chimiothérapie, pas tout à fait, mais presque, que d'individus. Et ça va devenir de plus en plus, on a parlé tout à l'heure, Monsieur Elias a parlé d'un traitement presque à la carte, non pas forcément en fonction de la couleur de cheveux, de l'âge ou du sexe, mais en fonction des caractéristiques d'une tumeur. Certains patients ont des tumeurs qui expriment certains mécanismes qu'on va combattre, d'autres des mécanismes différents. Et puis certains patients ont un équipement enzymatique, c'est-à-dire sont faits de telle façon qu'ils vont mieux absorber, mieux assimiler ou mieux se servir d'un médicament. Et
petit à petit, on va faire des traitements à la carte. La suivante. Alors, on dit qu'il y a de plus en plus de cancers. C'est vrai, on le dit partout. Vous savez, dans ces dîners où, oh là là, le cancer, ça n'arrête pas, j'en entends parler autour de moi. En général, c'est des gens qui ont dépassé la quarantaine le plus souvent. Effectivement, quand on vieillit, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui raconte l'histoire de quelqu'un qui. Donc, on a l'impression d'être cerné par cette maladie. C'est une maladie fréquente, mais il y a deux raisons pour lesquelles elle paraît beaucoup plus fréquente, et elle est peut-être plus fréquente en prévalence. C'est-à-dire, si on fait une photographie de la France actuellement, il y a plus de cancers peut-être qu'autrefois. D'abord, il y a plus d'habitants, bien sûr, mais surtout, on les dépiste plus tôt. La personne qui arrive en disant « ma femme a fait un frottis du col, on lui a trouvé un petit cancer ». Ce cancer-là, on ne l'aurait jamais trouvé il y a 30 ans. Hein, et puis l'espérance de vie augmente. Donc plus les gens sont âgés, on s'en réjouit d'avoir des parents, des grands-parents encore vivants, mais plus le risque de voir chez eux un cancer augmente. Donc c'est un phénomène lié à l'espérance de vie. Donc ne voyez pas le cancer partout, à chaque coin de cigarette, hein, même si c'est pas recommandé de fumer bien sûr, mais c'est simplement qu'on les connaît mieux et qu'on en parle. On les cache plus. Maintenant, quand quelqu'un a un cancer, il en parle. La suivante. Alors le diagnostic de cancer est le plus souvent clairement annoncé. Vous savez, aux États-Unis, on dit « vous avez un cancer, voici vos chances de survie » et parfois on donne le courbe de survie au patient. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des assurances qui disent si on ne dit pas la vérité exacte au patient, peut-être il va perdre des chances. Donc les médecins sont très méfiants vis-à-vis de ce qu'ils vont dire à leurs patients et de ce qu'ils peuvent leur retomber dessus. Et puis à l'inverse, au sud de l'Europe, on emploie encore rarement le mot cancer en première intention. J'ai un médecin grec qui a travaillé avec moi, un médecin tunisien, qui m'ont dit « nous, le mot cancer n'est pratiquement jamais prononcé du premier coup. C'est vraiment une fatalité, on n'en parle pas comme ça. » Donc avec des mots différents, actuellement, on emploie plus facilement le terme de cancer ou de tumeur malignes, parce que les gens sont peut-être plus prêts à l'entendre, parce qu'ils savent qu'il y a des traitements derrière. Mais on va adapter le traitement à chaque patient. Vous voyez, un patient que je suis depuis 5 ans avec un cancer, il dit « moi, vous me soignez, mais je n'ai pas de cancer, je ne veux pas en entendre parler, je n'ai pas de cancer d'ailleurs. » Et donc il parle de sa colite ou de son inflammation, mais il ne veut pas entendre ce mot-là, et pourtant on a tourné autour. Alors tumeur, ça va, mais il dit « j'ai une tumeur sans cancer ». Bon, après tout, pourquoi pas? C'est sa vie à lui, c'est son ressenti. Ok, vous avez une tumeur, et on la soigne. Et il est très content comme ça. Hein, donc chaque patient veut entendre des choses, mais parfois il vous dit dites-moi la vérité. Et c'est pas parce qu'un patient vous dit dites-moi la vérité qu'il veut entendre la vérité. Un patient, à mon avis, dans sa question, c'est dites-moi la vérité, sous-entendu, dites-moi que j'ai des chances de m'en sortir. Et je crois que le contresens que peuvent faire les médecins et les soignants, c'est de dire bon, il veut la savoir, et ben voilà, tac, vos chances de survie, c'est de temps. Et comme le disait tout à l'heure Jean-François, les chances de survie, elles dépendent d'un patient. Il y a les statistiques et puis après il y a la casuistique. C'est-à-dire qu'un patient qui vient, c'est pas une courbe de survie, c'est pas une étude passée. C'est un homme ou une femme qu'on a devant nous et qui a ses chances de survie qui sont les siennes. Alors après, nous, on a notre expérience, mais on va lui raconter au fur et à mesure l'histoire en disant le premier jour, je vous vois aujourd'hui, je ne peux pas vous dire votre pronostic, il y a plein de choses que je ne sais pas. Comment vous allez réagir au traitement, comment le traitement va pénétrer dans votre tumeur, comment vous allez le supporter. Est-ce que c'est une maladie lentement évolutive, rapidement évolutive? Donc quand les gens nous disent dites-moi la vérité, j'ai besoin de savoir, on leur dit donnez-nous un petit peu de temps. Donnez-nous 3 mois, voyons si l'opération trouve ce qu'on a prévu au scanner, voyons si la chimiothérapie a l'efficacité. Donc ces espèces de tendances, je dirais, un peu sociétales, où on voit à la télé les gens qui disent je veux savoir mon pronostic, je veux savoir combien de temps il me reste à vivre, personne ne le sait combien de temps il reste à vivre à quelqu'un. Et il y a parfois, comme disait Gainsbourg, qui a enterré 2 de ses cardiologues, je devrais mourir, et puis il a enterré plus de médecins avant de mourir lui-même. Donc si vous voulez, il faut se méfier des phrases toutes faites disant voilà le pronostic. Alors ensuite, Internet a profondément modifié les liens. La plupart des patients arrivent maintenant, quand ils ont moins de 70 ans ou 60 ans. J'ai lu, je sais qui vous êtes d'ailleurs, Pascal Hamel, j'ai lu vos publications. D'ailleurs, c'est pas très joli ce que vous racontez sur ma maladie. Oui, mais c'est peut-être pas tout à fait la vôtre, monsieur, madame. Et puis, j'ai connaissance des choses. Je sais qu'il y a des nouveaux traitements. J'ai lu qu'une équipe chinoise avec un radix spécial, c'était la semaine dernière en consultation, a réussi à guérir 10 tumeurs complètement que j'ai. C'était 10 souris qui avaient des tumeurs, à qui on a donné des broyats de radis. Effectivement, les tumeurs ont diminué chez certaines souris, mais avant que ce soit passé à l'homme, il y a tout un pan des études et des recherches qui vont être très longues. Et donc, il faut se méfier de ces annonces spectaculaires dans les revues, en général de grands médias, disant on a trouvé probablement une piste. Alors maintenant, les gens se méfient et disent c'est prometteur. Mais des promesses, on en a beaucoup, il faut des réalités. Donc, on a besoin d'avoir ces espoirs, mais on a besoin aussi d'avoir de la réalité. C'est pour ça que je pense qu'Internet ne remplacera pas le contact avec une infirmière, avec un médecin qualifié. Les progrès ne concernent pas seulement la chirurgie et la chimiothérapie. Je pense que les patients sont mieux informés, savent qu'ils vont affronter des effets secondaires, qu'ils
qui vont traverser, comme je dis toujours, un océan avec des tempêtes, et que nous on va essayer de les équiper, de leur donner une voile solide, un safran solide, et qu'on sera à côté d'eux avec notre GPS, parce qu'on ne sera pas toujours évidemment avec eux quand ils sont chez eux. Donc on va mieux leur expliquer. La prise en charge psychologique est probablement un des plus monumentaux qui sont arrivés dans nos possibilités thérapeutiques depuis une vingtaine d'années. Moi, à l'hôpital Beaujon, il y a 20 ans, on n'avait pas de psychologue. Il y avait un psychiatre qui traitait des gens qui avaient des névroses, des psychoses, mais qui ne venait pas s'occuper de patients qui étaient en souffrance. Tout patient, aussi équilibré soit-il, à qui un cancer tombe sur la tête, est ébranlé exactement comme une tour qui a la construction antisismique à Tokyo. S'il y a un gros tremblement de terre, elle est ébranlée, il y a quand même des fissures. Donc si vous voulez, nous on est là pour dire aux patients, laissez-vous aider. Vous qui avez toujours été costaud, vous madame qui menez votre famille, qui avez toujours tout décidé pour les autres, qui avez toujours porté les autres, laissez-vous porter un peu. Parce que sinon ça va être difficile. Elle va se protéger, elle va protéger sa famille en disant vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, tout va bien les enfants. Mais elle a besoin d'avoir cette aide à l'hôpital qui va lui permettre de dire, en fait j'ai la trouille, j'ai les boules, j'ai des enfants petits, je veux qu'ils s'en sortent, je veux m'en sortir. Et ça, la psychologie est vraiment très importante dans ce domaine-là. Il y a des associations de patients, il y a des brochures explicatives, les employeurs commencent à s'adapter, il y a des assurances qui acceptent de prendre en charge les gens ayant un cancer. Combien de personnes ayant un petit cancer du sein, des femmes, il y a 10 ans, qui sont guéries, l'assureur dit non, je ne vous prends pas. J'ai moi-même essayé de demander une assurance l'année dernière, on m'a dit, ah bah, monsieur, vous êtes bien gentil, mais enfin, avec ce qui vous est arrivé à 5 ans, ah oui, c'est guéri peut-être, mais enfin, on ne sait jamais, etc. Voilà, donc vous n'aurez pas votre assurance. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine social, dans le domaine sociétal, et ça, c'est les politiques, et c'est les gens qui nous gouvernent, qui doivent pousser pour ça avec les associations de patients. Les associations de patients sont essentielles parce que les patients permettent, entre eux, d'avoir un certain nombre d'aides. Méfiance quand même pour la cancérologie, en particulier, chaque maladie est différente. Et quand on voit dans la salle d'attente un patient qui dit à un autre, vous avez cette maladie, j'ai un peu la même, alors qu'est-ce qu'il vous fait, Amel? Ah, il vous fait ça. Et puis la fois d'après, un patient va moins bien que l'autre. L'autre, il est tiré vers l'arrière et s'effondre. C'est pas comme une maladie chronique comme le diabète, c'est pas comme la sclérose en plaques. Ce sont des maladies quand même très individuelles. Il faut se méfier, je dirais, de ce témoignage de quelqu'un d'autre qui n'a pas la même maladie que soi. Néanmoins, quelqu'un qui s'en est sorti ou qui a traversé des moments difficiles sera toujours de très bons conseils et toujours encourageant. Et là, le moral, c'est très important. La suivante. Alors, on demande plus de participation du patient. Le patient demande de plus en plus d'informations et on lui dit, même s'il vient dans un centre spécialité à l'Institut Gustave Roussy, à la Boisière, à l'hôpital Beaujon, moi je dis toujours en fin de consultation, vous êtes venu me voir parce que vous avez trouvé mon nom, vous l'avez entendu, etc. N'hésitez pas à demander un deuxième avis. Ah bon, je peux? Pourquoi? Parce que quand vous achetez une voiture, ou quand vous achetez une caméra comme ça, ou n'importe quoi, vous demandez 10 avis, vous consultez sur Internet, vous faites des comparatifs. Un patient qui arrive avec son cancer, qui est terrorisé avec sa femme à côté et ses enfants, il n'aurait pas le droit de lui demander un second avis? Je pense que les médecins ou les chirurgiens qui disent « Ah bon, vous n'avez pas confiance? Ben écoutez, c'est pas la peine de revenir me voir, moi je vous propose, je sais tout, etc. » est un mauvais praticien. Moi, je ne me vexe jamais quand quelqu'un dit « Je veux aller voir quelqu'un d'autre, j'ai entendu parler de l'Institut Gustave Roussy, j'ai entendu parler de tel centre. » À condition, dis-je, que la personne soit informée qu'elle va être consultée pour un deuxième avis. Il y a certains médecins qui peut-être n'ont pas la même éthique et qui vont en tirer un bénéfice pécunier, peut-être, et à ce moment-là je préviens les gens que c'est peut-être pas la bonne personne qui aura la bonne psychologie pour ça, mais globalement tous les médecins qu'on trouve en tout cas dans nos centres privés de cancérologie ou l'assistance publique sont des médecins qui sont là vraiment pour faire leur métier, pas pour gagner de l'argent, et qui, quand ils donnent un deuxième avis, souvent donnent un deuxième éclairage aux patients et ça conforte. Parfois il y a des discordances, c'est le risque, mais un patient qui est en difficulté et qui veut un deuxième avis doit le prendre. Et puis les proches doivent être là en consultation. Jean Fossol, c'est bien, moi je crois que c'est très important quand on en discute. Il me posait la question l'autre jour, est-ce qu'il faut que les patients viennent seuls ou accompagnés? Moi je pense qu'ils viennent accompagnés. Pourquoi? Parce que le patient qui reçoit toutes ces informations, Monsieur Elias disait, il retient 20%. Quand on arrive, on a déjà un discours médical, même si on essaye de mettre des mots qui sont accessibles à tout le monde. Mais le patient, il a sa trouille, son angoisse, il va retenir, je vais guérir, je vais pas guérir, qu'est-ce qui va arriver? Tout le reste, il a oublié. Vous m'avez dit qu'il y aurait des effets secondaires. Moi, les patients disent souvent, mais vous m'avez dit 3 mois de chimio, 3 mois avant le premier scanner, mais je vous avais dit que ça durait au moins 1 an. Ah, j'avais oublié. Donc quand la personne à côté, la femme, la sœur, l'ami est là, c'est la personne qui va pouvoir dire, ah non, il t'avait pas dit ça. Mais non, t'as pas compris ça. En tout cas, moi, j'ai pas compris ça. On va le rappeler. Et de même, nous, les soignants, on devrait avoir quelqu'un à côté, une infirmière qui dise, mais vous n'avez pas tout à fait dit ça.
Parce que j'ai l'impression de l'avoir dit, mais il ne l'a pas compris, le patient. Donc, la consultation à plusieurs est essentielle, et moi j'insiste toujours pour qu'il y ait les enfants à partir de l'âge de 6 ans, parce qu'un enfant qui a 18 ans, on ne va pas le protéger excessivement, on peut dire, voilà, il y a un traitement à faire, bon, ça va durer un peu longtemps, voilà, ben on va le soigner, ton père, et puis on verra, on va la soigner, ta mère, et puis on espère bien que ça va bien se passer, mais ça va être long, et il y aura des moments un peu difficiles. Les enfants, ils peuvent entendre ça, ils voient cette chose à la télé, ils peuvent entendre ces choses-là. La suivante. Alors, rôle du médecin, l'équipe soignante, expliquer la pathologie, qu'est-ce que c'est que cette maladie, on la connaît bien, ça rassure quand on voit quelqu'un qui connaît cette maladie, quand on voit l'infirmier qui dit vous avez ça, oh je vois ça tous les jours, vous savez, ça se passera bien, vous verrez, la chimio, la tour Eiffel sera toujours là cet après-midi quand vous sortirez, hein, vous inquiétez pas. Les choix thérapeutiques ne sont jamais discutés tout seuls, on les discute en réunion pluridisciplinaire. Un médecin, un chirurgien, un radiothérapeute qui dit c'est moi qui vais vous soigner, personne d'autre, c'est moi qui décide tout seul, je suis le meilleur, il est dangereux. Pourquoi? Parce que quand je discute avec mes collègues comme Dominique Elias, moi je vais rêver en disant je suis pas sûr que ce patient puisse être opéré. Il dira mais si, moi je vais pouvoir. Tu fais une chimiothérapie, tu fais diminuer sa tumeur, moi je l'opère ensuite. Ah bon, tu es sûr? D'accord. Et le radiothérapeute, qu'est-ce qu'il en pense? Ah, je pense qu'il faut le faire à tel moment. C'est une équipe de gens qui s'entendent bien, qui s'engueulent parfois assez violemment. Tout ça dans l'intérêt du patient. Mais la décision d'un seul médecin mandarin qui dit « je suis Dieu, je décide », c'est fini. Parce que personne n'est Dieu, personne n'a la science infuse. On a des connaissances, mais ces connaissances doivent être confrontées entre personnes de spécialités différentes. Et le cancer est une maladie multidisciplinaire. On a autant besoin du chirurgien que de la personne qui fera la chimiothérapie, le spécialiste d'organes, le psychologue, le radiothérapeute, le radiologue et même le pathologiste qui regarde le microscope et qui dira « vous êtes en train de vous tromper les gars, cette tumeur elle n'est pas tout à fait comme celle des autres ». Voilà ce que c'est qu'une réunion pluridisciplinaire. C'est comme dans cette pièce. C'est des compétences différentes, c'est des gens qui ont des talents différents, qui vont mettre ensemble pour faire quelque chose de grand. Il faut souligner les éléments positifs de la maladie. Moi je le fais toujours. Je le fais toujours, c'est-à-dire vous arrivez, vous êtes effondré, enfin écoutez, vous avez 45 ans, vous allez supporter ce traitement, vous n'avez certainement pas la pire forme de la maladie, elle n'est pas trop tard, vous arrivez au bon moment, vous êtes dans un grand centre, vous allez voir, il y a des gens sympas qui vont s'occuper de vous. Et puis, même si on fait ce traitement-là, vous allez bien le supporter, puis il y a une nouvelle molécule qui vient d'arriver, on va vous la proposer. En général, le patient, s'il repart sans le sourire, c'est que j'ai raté ma consultation. Et je dis toujours, si vous ne buvez pas une coupe de champagne ce soir en disant « ouf, je respire, on va boire une coupe de champagne, même si je n'ai pas commencé le traitement », c'est que j'ai raté ma consultation. Et en général, souvent, il y a un mieux, parce qu'ils arrivent effondrés, les patients, ils ont fait Internet, ils ont 3 mois à vivre si on les écoute. Et je leur dis, dans 3 mois, on boira le champagne ensemble, si vous voulez. Et dans 6 mois aussi. Alors après, bien sûr, on ne sait pas tout. Mais quand même, il y a toujours des choses positives à souligner, ça c'est très important. Le bon entourage du patient, vous avez une femme super, vous avez des enfants super. La médecine française est une des meilleures en Europe, malgré les difficultés qu'on a. Il y a des nouveaux traitements, vous allez pouvoir en profiter. Voilà. J'ai insisté sur la difficulté de prononcer le premier jour un pronostic. On veut tout savoir. Internet, c'est je veux savoir si j'ai un billet pour Saint-Domingue. Là, je peux le savoir en 30 secondes. On arrive, j'aimerais savoir si je vais survivre dans 10 ans sans cancer. C'est pas comme ça. Il faut accepter une certaine lenteur, un certain temps de recul pour pouvoir dire ce que va devenir la maladie. Je dépasse et vous me coupez quand vous voulez. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On dit voilà, monsieur, madame, il y a un cancer du côlon et des lésions dans le foie. Voilà notre standard de traitement. En France, en Europe et dans le monde, on commence par opérer la tumeur, ensuite on fait de la chimiothérapie ou l'inverse. Le patient peut discuter un peu. On peut bien sûr discuter avec une autre équipe, on peut discuter avec les chirurgiens, mais il y a des standards de traitement qui ont été formulés par les spécialistes et qui disent voilà. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Internet et dire voilà ce que recommandent les professionnels pour telle maladie, avec bien sûr des variations selon les patients. Ensuite, on propose la participation à un protocole de recherche. Qu'est-ce que c'est? Ça a été très bien développé par M. Elias. Ces protocoles sont élaborés avec grand soin et le but, c'est d'essayer de faire progresser la médecine. Mais évidemment, la question qui est posée, c'est mais je suis un cobaye dans tout ça, vous allez me donner une nouvelle molécule. Oui, c'est une nouvelle molécule, mais elle a déjà été testée chez l'animal depuis bien longtemps, sur des lignées cellulaires des cellules tumorales, puis chez des souris à qui on avait injecté la tumeur, puis chez des volontaires chez lesquels on n'avait plus de traitement, qu'on dit « Ok, je donne en quelque sorte mon corps à la médecine et on voit si la chimiothérapie peut faire quelque chose ». Et quand on en arrive à le proposer à des patients dans des essais thérapeutiques, la molécule, ça fait 3-4 ans déjà qu'elle est essayée, donc elle est quand même pas... Il n'y a pas un risque immédiat, même s'il y a des incertitudes. Voilà. Ensuite, on dit aux patients que c'est moi je le dis comme ça, c'est comme un animal qui arrive, on a un pistolet, des cartouches, un peu comme dans un western. On a la cartouche A, on la connaît, Monsieur Elias en a parlé, c'est un traitement fait il y a 15 ans. Une deuxième cartouche, une troisième. Celle-là, on va mettre dans votre pistolet une nouvelle balle, on ne sait pas très bien si elle est super efficace. Peut-être c'est une cartouche très efficace, sinon l'industrie pharmaceutique n'aurait pas dépensé des milliards pour tester cette molécule. Peut-être elle n'est pas très efficace. Donc on va la donner, mais au fond, il n'y a pas grand-chose à perdre. Un peu plus d'effets secondaires, on les connaît, on les maîtrise, on va les maîtriser avec vous, vous nous direz ce que vous en pensez. Et si elle est très efficace, bingo, vous avez gagné. Les premiers patients qui ont reçu les premières thérapies du sida étaient dans un essai thérapeutique, ils sont toujours vivants.
les gens qui ont reçu le Glivec dans les tumeurs stromales, les tumeurs rares, sont toujours vivants avec des tumeurs qui avaient très mauvaise réputation parce qu'ils ont été les premiers à essayer ce médicament. Alors on ne doit pas promettre monts et merveilles, mais on doit dire c'est une chance de tester un nouveau médicament. Et si ce médicament est efficace grâce à votre participation, on publiera ses résultats. Et entre le moment où vous recevez ce traitement et le moment où il sera dans la pharmacie, il se passera 5 ans. C'est-à-dire, si ce traitement est efficace, les gens qui nous téléphoneront pour l'avoir ne pourront pas l'avoir avec 5 ans. Donc si vous rentrez dans un essai thérapeutique, il y a une chance d'avoir un traitement potentiellement efficace. Et puis, comme disait M. Elias, vous serez 2 fois plus surveillé par des attachés de recherche clinique payés pour ça, par nous, parce qu'on est évidemment très très vigilants. La suivante. Alors, le patient est libre d'accepter ou de refuser. On n'a pas le droit de dire, écoutez, je vous ai mis 1 heure à vous expliquer, vous êtes sympa, mais moi j'ai autre chose à faire, alors vous signez pas. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le patient, c'est son corps, c'est sa vie, c'est lui qui décide. Nous, on est là pour conseiller. De temps en temps, le patient me dit, mais qu'est-ce que vous feriez pour votre frère? Je dis, moi, je le ferai. Je le ferai parce que si cette cartouche marche pas, bon, il y a les autres, mais si elle marche, c'est vraiment gagné. Voilà. Donc, vous êtes libre. Et surtout, si vous avez accepté de participer à un essai thérapeutique, avec une nouvelle molécule, vous pouvez très bien, 1 mois plus tard, dire je veux plus. Il y a un patient qui a croisé un autre médecin qui a dit oh moi je me méfierais, tout ça c'est de la cochonnerie. Il dit je veux plus, il veut plus, c'est son droit le plus strict. Donc il y a une grande liberté. Fini le temps où le mandarin disait monsieur vous m'obéissez, madame vous faites ce que je dis, sinon vous venez plus me voir, bien docteur, amen, c'est fini. Maintenant nous, comme je dis aux patients, il ne faut pas non plus qu'on se décharge en disant écoutez c'est votre vie, moi c'est pas moi, hein, tenez, allez choisissez. Non, il y a un moment où je pense que le thérapeute doit s'engager en disant si c'était moi, si c'était mon frère, je pense que je le ferais. Voilà. Parce que nous, on n'a pas d'argent à gagner dans cette histoire. On le fait parce qu'on a la chance d'avoir des nouvelles molécules dans les grands centres où on est, parce qu'on a été choisi pour ça. La suivante. Ratio-VE, c'est pas très long. Alors, ce que je dis aux patients pour leur remonter le moral, 1, qu'il arrive en consultation avec sa famille et qu'il est plus tout seul avec sa famille, il y a toute une équipe derrière. Il va voir les infirmières qui vont arriver, qui vont lui faire des grands sourires, qui vont lui dire on connaît, rassurez-vous. Voilà. Et tout d'un coup, il sort, il dit mais mince, je suis pas tout seul, il y a toute une équipe derrière moi. Qu'on trouvera pour lui les meilleures solutions, qu'on s'adaptera à sa personnalité à lui. Il supporte pas tel médicament, on en prendra un autre. Il dort pas bien à cause des médicaments, on fera ce qu'il faut. Mais il y a à chaque fois des solutions. Il y a beaucoup plus de solutions que de problèmes. Même si, comme le disait M. Elias, on guérit pas toutes les maladies facilement. Et comme je dis aux patients qui ont un cancer grave, on guérit pas le diabète, on guérit pas l'hypertension, on guérit pas la sclérose en plaques, mais on permet aux gens de vivre longtemps, bien, en essayant de plus du tout penser à leur maladie. On s'adaptera en fonction de l'évolution, comme je viens de le dire. La médecine a fait des progrès considérables, même si elle ne guérit pas tout. Les traitements conventionnels, j'avais fait un article dans l'Express pour ça, parce qu'on m'avait dit, vous, qu'être un chantre de la médecine universitaire, est-ce que vous acceptez que les gens fassent de la sophrologie, de l'acupuncture Bien sûr que j'accepte. Si le patient y croit, qui peut dire que ça ne marche pas? Je n'en sais rien. Ça n'est pas démontré. Mais après tout, si quelqu'un vomit moins parce qu'il fait de l'acupuncture, dort mieux parce qu'il prend de l'homéopathie, qu'est-ce que j'ai à dire, moi? À condition qu'il n'y ait pas de contrariété, si je puis dire, avec le traitement, qu'il n'y ait pas d'effet croisé entre les 2 traitements. Ça, ce serait dangereux. Mais sinon, moi, j'encourage le patient qui me dit, moi, j'ai une magnothérapeute, elle me masse, il me des huiles essentielles pendant 1 heure, ça me fait du bien. Allez-y, à condition que ce ne soit pas ruineux et que ça n'empêche pas le traitement standard. Il va trouver des forces insoupçonnées, le patient. Quand on n'a pas été malade, quand on n'a pas été dans la tempête, on ne sait pas ce que c'est. Et puis quand on y arrive, on est beaucoup plus résistant. Et on a vu des patients qu'on pensait un peu faiblards, un peu dépressifs, etc. Et puis tout d'un coup, ils se transforment et ce sont des gens qui ont la force, qui ont envie de se battre, etc. parce qu'ils ont une vraie raison de se battre. Et ça, c'est impressionnant de voir comment certains caractères supposés un peu fragiles, un peu faibles, tout d'un coup deviennent très solides. Et on a beaucoup plus de force qu'on ne l'imagine. Enfin, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, je le vis pour les patients. Je pense qu'on a des ressources insoupçonnées de force, de résistance, de motivation, et vous tous avez eu des soucis dans votre vie, professionnelle ou autre, et tout d'un coup on rebondit. Eh ben on peut rebondir dans une maladie, même au milieu d'une maladie, parce que tout d'un coup il y a une bonne nouvelle, le scanner est meilleur, j'ai moins mal au ventre, ça va mieux de ce point de vue-là, et tout d'un coup, paf, je souris, j'ai envie de sortir, j'ai envie de revivre. La vie continue, elle continue très fort. Et que la maladie n'est pas que fatalité ou catastrophe, mais ça permet de découvrir d'autres dimensions merveilleuses de la vie, la solidarité humaine, il y a plein de gens qui vont se presser autour de vous, la confiance. Vous vous rendez compte que vous avez des gens vraiment sympas. Et puis, il y a des tas de choses que vous ne preniez pas le temps de regarder quand vous étiez malade, madame, monsieur, et que vous allez prendre le temps de regarder. Vous allez prendre un café avec un ami, c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez vous dire, tiens, tout ça, ce que je regardais dans la rue, que je prenais pour des tags, des cochonneries, mais finalement, il y a un sens profond. Je vais commencer à regarder la vie de l'intérieur. Et ça manque un petit peu tant qu'on n'est pas malade. Et finalement, on peut dire aux patients, vous allez découvrir tout ça. Et vous allez dire, peut-être cette maladie m'a apporté quelques dimensions sympas de l'existence. De nouveau, je m'intéresse à la culture, je m'intéresse à l'art, je m'intéresse plus à ma famille, je m'occupe plus de mes enfants, je bosse un peu moins, j'étais vraiment absorbé par tout ce que je faisais, et la vraie vie, c'est pas seulement son travail, son CV, sa réussite et l'argent. Et là, la maladie, elle peut être
plus ou moins grave, permet de redécouvrir toutes ces dimensions et je peux vous dire que c'est absolument magique. Voilà. Et pour tout ça, Jean-François, merci de nous avoir donné la parole à nous deux. Et puis je vais laisser la parole à Jean-François Bergman parce que j'étais très long, mais je tenais à le dire tout ça.